pourquoi Philips a choisi de travailler avec Medsquare. Donc la genèse de notre collaboration remonte il y a déjà quelques années, à l'époque des projets régionaux qui ont été menés par la société Carestream avant le rachat de Philips. Et depuis, ce partenariat s'est fait que renforcer. Et surtout, quand il y a eu le sujet de Ségur, on ne s'est même pas posé la question. C'est déjà, on a beaucoup de légitimité, je le dis en toute modestie, grâce aux projets régionaux sur la partie partage, échange et partage. Et c'est vrai que naturellement, il fallait qu'on ait une proposition de valeur dans le cadre du couloir de radiologie à proposer. Et c'est vrai qu'on s'est retourné très très rapidement et très spontanément, naturellement, vers la société Medsquare, avec qui on a travaillé dans le passé et on continue à travailler. Et surtout, pourquoi on a choisi la société Medsquare? Comme vous savez, il s'agit d'une PME française et on tenait absolument dans le cadre de cette initiative gouvernementale de travailler avec une PME française, et une PME sérieuse. Et donc voilà pourquoi on a choisi collaborer dans le cadre du développement de Dreambox, dans le cadre du couloir de radiologie Vague 2 avec la société Medsquare. Dominique, je te laisse la parole. Merci beaucoup Nazanin pour la présentation. Donc moi je suis Dominique Gabriel, président et fondateur de Medsquare, une société qui va avoir fêter bientôt ses 20 ans, spécialiste dans le domaine de l'informatique en imagerie médicale. Nous avons accompagné les différentes phases de digitalisation de la santé. D'ailleurs, c'est notre slogan, accompagner la digitalisation de la santé avec, à l'époque, du Z-archivage, puis après par la numérisation des solutions de DAX. Et aujourd'hui, on se positionne sur la vague 2 du Ségur, dispositif numéro 2, la Dreambox. Mais aujourd'hui, nous sommes là pas pour parler de notre Dreambox. Et d'ailleurs, nous remercions Jean-Marc Chevillier d'être présent. On va parler plus général. On souhaite garder en fait ce côté conseil. Le but de cette Agora, c'est de pouvoir vous aider à faire un choix éclairé par rapport à la solution que vous aurez à choisir dans l'avenir en tant que Dreambox. Pour la simple raison, il y a une très grande différence entre la vague 1 et le dispositif 2 de la vague 2. Et d'ailleurs, je pense que Jean-Marc Chevillier en dira plus tout à l'heure. Ce n'est pas captif, en fait. Vous avez le choix de choisir la Dreambox que vous voulez. Sur le dispositif, sur la vague 1, c'était un upgrade de votre RIS existant. Et donc, vous n'aviez pas le choix, c'était juste un upgrade de RIS pour envoyer le compte-rendu dans le DMP. Aujourd'hui, sur le dispositif 2 de la vague 2 du Ségur, vous êtes maître de votre choix. Il y aura plusieurs éditeurs très sérieux pour pouvoir vous proposer la Dreambox la plus riche en termes de fonctionnalités, la plus sécurisée et qui peut peut-être même aller plus loin de ce qui est demandé par le Ségur. Donc profitez bien de cette session. N'hésitez pas à aller nous voir sur notre stand du côté de Philips. Le numéro de stand, c'était I43. Donc, et le stand Medsquare H42. Donc on est en face pour répondre à toutes vos questions. S'il y en a d'autres questions après cette intervention de Jean-Marc Chevillier et de Damien Jandel qui va plus parler de l'architecture. Merci beaucoup, Jean-Marc, à toi. Merci pour les quelques mots d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur cette Agora où effectivement on va parler d'imagerie médicale dans le cadre du programme Ségur dont vous avez certainement entendu parler. Et donc avec ce nouveau couloir rattaché à l'imagerie et donc au RIS qui va nous permettre, pour chaque professionnel de santé et chaque citoyen, de pouvoir accéder à nos images. Je dis à nos images parce qu'avant d'être un agent public et quelqu'un du ministère, je suis aussi et surtout un père de famille qui veut accéder à ces images. Donc, une présentation générale déjà du Ségur. Alors, c'est certainement quelque chose de connu pour tous. L'idée du Ségur, c'est de généraliser un partage fluide et sécurisé des données de santé dans leur ensemble et de pouvoir y accéder au travers de mon espace santé. Ce qu'on a déjà bien commencé à faire dans la vague 1, on a publié il n'y a pas longtemps quelques chiffres et on voit que la courbe s'infléchit et aujourd'hui on est à peu près sur un régime de croisière de 150 millions de documents par an. Voilà, donc on est en train d'atteindre l'objectif de l'alimentation. L'objectif de la vague 2, ce sera plutôt la consultation, ça c'est dans le cadre général. Et du coup, et vous le voyez, c'est un peu plus gros sur cette slide, l'idée c'est pour la radiologie et la médecine nucléaire, bien entendu d'accéder au compte-rendu, ça c'est le couloir RIS, mais aussi donc d'accéder aux images. On avait pris le parti sur tous les autres couloirs d'alimenter en sens montant les documents, et là
on est plutôt sur quelque chose de distribué. Mais du coup, un premier constat. Un constat, c'est que il y a encore quelques années, on allait chez les radiologues, et puis on repartait avec un film, et puis un compte-rendu qu'on donnait à son médecin traitant, qu'on donnait à son médecin du sport, ou qu'on regardait chez soi en rentrant. Aujourd'hui, parfois, on part avec un CD, mais on n'a plus de lecteur de CD. On a un accès à un portail, puis quand on va voir son médecin, on n'a pas forcément les codes, et ainsi de suite. Donc on voit qu'on est sur une logique de dématérialisation, mais sans encore avoir toute la mécanique qui va autour. Et donc, on a tous l'habitude à un moment d'accéder à nos images, et à toutes les images, comme vous pouvez le voir, mais sans avoir encore tous les moyens. Et c'est vraiment l'idée de la Dreambox, c'est de donner la possibilité, comme l'a rappelé le ministre la semaine dernière, quand on a lancé la nouvelle feuille de route, d'ici 2025, de pouvoir accéder aux images au travers de mon espace santé. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de partage d'imagerie, contrairement aux autres données médicales. Et donc ce qu'on vous propose, c'est donc d'étendre. Ce projet qui a été co-construit, et j'insiste, avec les professionnels de santé, les radiologues, les médecins nucléaires qui ont énormément, et j'insiste encore, travaillé avec nous pour le construire, va permettre donc d'accéder à ces images qui ne seront pas stockées, je l'ai dit, dans mon espace santé, mais dans chaque service ou cabinet. Et donc le challenge, il est aujourd'hui d'avoir un référentiel national et des pointeurs qui vont aller chercher les images à l'endroit où elles se trouvent. Et on voit bien déjà le partage des responsabilités, c'est-à-dire qu'au travers du couloir Ségur projet Dreambox, on définit les contours d'une box qui va permettre l'accès physique aux images. Et au niveau national, on va avoir un registre d'URL, et je laisserai après Damien rentrer dans le détail, qui permettra, en connaissant ces adresses, d'aller chercher les images. Mais donc c'est ça qu'il faut en retenir. Ce qu'il faut en retenir aussi, du coup, la slide suivante, c'est que ça va répondre donc à quelques cas d'usage. J'en ai déjà un petit peu parlé. Le premier cas d'usage, c'est pour les patients. Et je l'ai dit, c'est de pouvoir consulter ces images de la même façon qu'on va aller consulter son compte rendu de radio, et on va voir les deux sont liés, en allant dans son espace santé, comme on va aller dans son espace santé pour récupérer un certificat, comme on va aller dans son espace santé pour une attestation vaccinale, et ainsi de suite. Donc on est bien dans cette logique de carnet électronique de santé du citoyen. Et bien entendu, en tout lieu, tout moment. Je reviens à mon histoire de CD, mais souvent le CD est resté à la maison, et puis on retournait chez le médecin, et puis il n'y avait pas le CD. Alors, on voit toute cette logique qu'on construit. Pour les professionnels de santé, deux types d'usages. Un usage qui est un petit peu un usage spécialiste, où là on est sur une logique de partage, et on va pouvoir récupérer directement les images d'ICOM de l'endroit où elles se trouvent, vers l'endroit où se trouve le spécialiste, qu'il va pouvoir retravailler avec des outils professionnels. Ça, c'est un type d'usage. Un autre type d'usage, c'est le médecin correspondant qui accueille son patient pour une visite, qui va lui commenter les images, comme il le fait aujourd'hui sur un film, par exemple. Mais là, il pourra télécharger les images avec un viewer, et donc il aura la possibilité d'afficher les images au travers du viewer de la Dreambox, sans avoir besoin d'outils professionnels. Donc on adresse bien ces deux cas au travers du même objet, soit téléchargement direct des images sur un outil professionnel, soit visualisation au travers du viewer embarqué. Et je reviens à mon analogie avec le CD, un petit peu comme on regardait des images dans le viewer qui était sur le CD. Tout ça, bien entendu, et je vais insister aussi sur ce point, à partir du compte-rendu. Donc, la Dreambox n'est pas un outil de production de soins, ce n'est pas un outil de téléradiologie, ce n'est pas un outil de prise en charge, c'est un outil de partage et de communication des résultats. Ça s'appuie donc bien entendu sur le compte-rendu, et on trouvera dans les comptes rendus RIS Ségur Vague 2 un lien qui permettra, en cliquant sur ce lien, d'accéder aux images. Ce qui permet au passage d'accéder à toute la mécanique de sécurité qu'il y a autour, à la matrice d'habilitation du DMP, et ainsi de suite pour gérer les accès. Donc on est bien dans cette architecture-là. Du coup, on peut poursuivre. J'en ai parlé un petit peu en avance sur cette slide, et j'insiste. Sur la téléradiologie, on est sur des logiques qui sont complètement différentes, et c'est les échanges qu'on a avec les éditeurs. On leur dit, dans la box,
il y a les fonctionnalités Dreambox. Si après, vous voulez proposer des choses en plus, bien entendu, faites preuve de créativité, proposez des choses à vos clients, mais nous, puissance publique, on reste dans notre cadre, des fonctionnalités, des engagements, du financement, puisque c'est l'État qui va financer les fonctionnalités Dreambox. Et si jamais les éditeurs veulent proposer des choses en plus, tant mieux. Tant mieux, mais c'est leur responsabilité et aussi leur créativité qui va être mise en avant. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les grands principes. Et donc, je reboucle sur mon histoire de compte-rendu. Hein. Les deux sont indissociables, ce qui fait qu'après, en termes de déploiement, et ce sera un petit challenge dans la mise en œuvre opérationnelle, c'est qu'il faudra y avoir, on devra avoir une synchronisation entre les déploiements RIS Vague 2 et les Dreambox pour avoir le plus vite possible des usages. Du coup, quand je vous dis le plus vite possible, on bascule aussi sur une question de planning, puisque c'est une question qui se pose aujourd'hui régulièrement. Donc là, vous avez en toute transparence notre planning, c'est-à-dire ce avec quoi on travaille. Vous n'avez pas forcément besoin de tous les détails, mais en tout cas, ça me permet de vous montrer tous les chantiers. On a un chantier technique qui est au bout du bout. On est sur la dernière itération, c'est 1 an de travail, avec des réunions régulières avec les radiologues, qui à chaque fois on dit ça oui, ça non, ça on veut pas, c'est bon, c'est pas bon. Aussi avec toutes les fédérations d'industriels, pour retraduire ça en technique. Ce travail-là, il est quasi fini, on arrive au bout. Vous voyez que l'instruction se termine en juillet, on est sur la dernière itération, on fait les derniers réglages. Du coup, on est également en train de travailler sur les scénarios. Que, ça a été très bien dit, on n'est pas là sur une mise à jour d'un produit existant, on est là sur un nouveau produit, un nouveau dispositif. Donc, on est aussi en train de bâtir des scénarios de test, des scénarios de mise en œuvre qui doivent garantir que le déploiement à grande échelle sera rapidement opérationnel. Et donc, en amont, au travers d'un projectaton qui va nous permettre de tout tester, au travers de ces outils de test, de pouvoir garantir le bon fonctionnement. Ça me permet de basculer sur les questions d'outillage qu'on est en train de réaliser. Donc en ce moment, côté puissance publique avec l'ANS, on développe des outils de test qui vont permettre de référencer début d'année, ou début d'année prochaine ou fin de cette année, je vais y revenir, les outils qui nous seront soumis. Et côté puissance publique, également, vous l'avez compris, le registre d'URL qui va permettre, attaché à mon espace santé, d'aller pointer sur les images pour aller soit les télécharger directement dans un outil expert pour de l'expertise, soit les voir au travers du viewer qui sera dans la Dreambox. De façon très opérationnelle, on a lancé vendredi dernier les premiers tests. Donc on est dans du concret aujourd'hui. On a démarré avec quelques sociétés, dont MedSquare, le test des pointeurs, ce qu'on appelle dans notre vilain jargon technique le COS d'ICOM, qui est l'objet d'ICOM, donc la norme d'imagerie, qui va nous permettre d'aller pointer sur les images. Donc ça, on est déjà en train de le tester. Après, en septembre, on va tester l'ensemble des fonctionnalités. Et là, ce sera au travers d'un projectaton plus grande ampleur, où tous les éditeurs seront là et pourront tester toutes leurs solutions, ce qui permettra aussi, pour nous, de préparer les référencements. Puisque, comme pour toutes les couloirs Ségur et la Vague 1, il y a un mécanisme de référencement auprès de l'ANS et ne pourront être commandés, et plus exactement déployés, que les dispositifs qui auront été référencés et donc testés. Et ça, en termes de planning, on l'envisage début 2024, fin 2023 pour l'ouverture du référencement. Cependant, comme pour la Vague 1, et pour permettre aussi à tout le monde d'avancer, que ce soit les clients ou les éditeurs, la possibilité de passer commande 4 mois, jusqu'à 4 mois, en avance de phase du dépôt du dossier complet, voilà, qui bien entendu devra être confirmé. Mais en tout cas, il y a cette possibilité, cette souplesse hein, qu'on avait déjà fait en Vague 1 sur le risque, on reproduit parce que ça permet aussi de lisser le contact avec les établissements, avec les clients, et de ne pas avoir une espèce de vague qui se produit en début d'année. Voilà sur la partie planning, ce que je peux vous présenter de façon très macroscopique, et puis après répondre à des questions s'il y en a. Mais ça vous donne en tout cas une vision, on va dire 360 degrés de ce qu'est le projet Dreambox, de pourquoi on le fait, de comment on le fait, avec bien entendu l'État qui finance ces fonctionnalités-là. Et du coup, maintenant, je laisse la parole à Damien pour vous expliquer comment ça peut fonctionner. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Damien Jandel, architecte solution chez MedSquare. Et je vais essayer de vous décrire, en espérant que la digestion ne soit pas trop avancée, de vous décrire en détail les mécanismes de fonctionnement de la Dreambox. Alors, pour rappel, on est dans la vague 2 du couloir imagerie, on l'a bien dit. Dans cette vague 2, il y a deux dispositifs. Un dispositif qui concerne le RIS, donc qui va consister en une upgrade du RIS supplémentaire par rapport à ce qui a été fait en vague 1. Et un deuxième dispositif qui concerne la Dreambox, qui est un système complètement nouveau qui va permettre de faire de l'échange d'imagerie médicale. Le découpage va donc être fait en deux documents de spécification de référencement, deux séries d'exigences. Et on appelle donc ce projet Dreambox. Il y a un projet DreamM. Bon, à la limite, c'est interchangeable, c'est pas trop un problème. On va garder le terme de Dreambox pour la suite. Donc, ce qu'il faut bien retenir dans toute cette affaire-là, c'est que l'architecture technique est laissée au libre choix de l'éditeur. On verra un petit peu plus loin quelques architectures possibles, mais vous verrez que dans les diapos génériques que je vais vous présenter, on voit une Dreambox un petit peu composant, qu'on pose sur site, mais finalement, ça reste très conceptuel. On peut imaginer plein d'architectures techniques derrière. Donc la Dreambox, elle a deux fonctions essentielles. La première, c'est la fonction source, c'est-à-dire que c'est la fonction qui va permettre à la Dreambox d'alimenter le DMP en pointeur sur les images. Le fameux COS dont a parlé Jean-Marc tout à l'heure et dont on reparlera ensuite. Et la fonction consommatrice qui va permettre d'aller chercher ces pointeurs et ensuite d'aller chercher les images auprès des sites producteurs. Parce que les images, dans tous les cas, vont rester sur les sites producteurs. Le DMP ne servira qu'à pointer dessus. Pour commencer, on a un PAX, un RIS, une Dreambox source. Alors, je précise que toutes les Dreambox seront sources et consommatrices. Hein. Vous ne pourrez pas aller voir un éditeur et dire « je veux commander une Dreambox source » et puis l'autre « non, je veux une consommatrice ». Hein. Non. Une Dreambox, elle est source et consommatrice. Donc, vous avez une Dreambox source. Le RIS, il y a un examen qui est fait pour le patient. Ça, je ne l'ai pas représenté là-dessus. L'examen va arriver dans le PAX. Le radiologue va lire l'examen. On va avoir un compte-rendu qui va être fait dans le RIS. Et ce compte-rendu va être publié dans le DMP. Ça, c'est dispositif numéro 1. Et c'est même vague 1 pour le RIS. Donc, c'est juste un prérequis pour que tout ça fonctionne correctement. Le compte-rendu va également être envoyé à la Dreambox. Et ça, c'est très important parce que ce compte-rendu qui doit avoir un INS pour le patient et qui doit être dans un état finalisé, quand il va être reçu par la Dreambox va déclencher une requête auprès du PACS, donc ce qu'on appelle un DICOM CFIND, de façon à indexer l'information qui concerne cet examen. Et qu'est-ce qu'elle va faire de la Dreambox de cette information-là? Elle va constituer ce fichier de pointeur qu'on appelle le COS, le Key Object Selection. Et après avoir fait ça, eh bien, elle va poster ce COS dans le DMP du patient. Donc on va avoir un nouveau document qui va arriver dans le DMP du patient, qui est un document de pointeur, avec des choses un petit peu officielles dedans, comme l'identifiant de la Dreambox, comment est-ce qu'on y accède, en gros, sur quel site on retrouve les informations d'origine. On va dire que ça, c'est la partie simple. On va passer à la partie un peu plus compliquée. La Dreambox source, elle a créé une référence dans le DMP. Mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que le compte-rendu qui a été publié par le RIS dans le DMP contient également des pointeurs sur l'image. Donc il y a une URL dedans, un petit lien Internet.
sur lequel vous pouvez cliquer pour pouvoir ouvrir la visionneuse web d'images qui se trouve sur la Dreambox Source. Donc on imagine par exemple un médecin qui reçoit, un généraliste qui reçoit le compte-rendu par la messagerie sécurisée de santé. Il va cliquer sur ce lien-là, ça va le renvoyer sur la Dreambox Source. Et là, on parle de le renvoyer sur une interface utilisateur web, tout simplement. Et ça va ouvrir l'examen pointé. Le médecin va pouvoir consulter cet examen. Alors, je vous passe la partie authentification. Il y a du ProSanté Connect à tous les étages. Donc, le médecin devra s'authentifier avec du ProSanté Connect, ce qui veut dire qu'il faudra soit mettre la carte CPS dans le lecteur CPS s'il en a un, et puis taper le petit code, soit plus probablement utiliser l'appli ICPS sur son smartphone. Donc au moment où le médecin fait cet appel vers la Dreambox Source, alors, lui il ne sait pas que ça va vers la Dreambox Source, mais peu importe, ça fonctionne. La Dreambox Source, elle, va aller chercher l'examen directement auprès du PACS, parce qu'elle sait exactement ce qu'elle a indexé. Donc elle remonte tout ça, et cette information-là se retrouve visible directement pour le médecin. Depuis là, il peut la consulter, il peut également télécharger l'examen en format zip pour pouvoir le réutiliser, par exemple, dans un autre logiciel. Passe à la suivante. Donc là, ça se complexifie un petit peu plus. On va passer directement sur les schémas. On se retrouve maintenant avec la Dreambox consommatrice. Alors la Dreambox consommatrice, elle est destinée à qui? Bon, je vous l'ai dit, source et consommatrice. Les fonctionnalités, forcément, toute Dreambox aura les deux. Mais la consommatrice, elle est plutôt donc destinée justement à des centres, des structures de radiologie qui vont avoir besoin d'accéder à des antériorités. Donc on va avoir derrière soit des radiologues, soit éventuellement des cliniciens dans un hôpital, puisqu'il est prévu des intégrations avec le DPI, avec le RIS. On peut même envisager des intégrations avec le PACS pour cette partie-là. Donc le professionnel de santé, là, par exemple un radiologue est authentifié sur ProSanté Connect. On passe ça un petit peu, on le met un peu de côté. L'authentification, elle peut avoir lieu avant ou pendant l'accès. Ce médecin va accéder par appel contextuel, par exemple depuis le DPI, à une interface sur la Dreambox consommatrice. Donc encore une fois, une interface web qui va lister le dossier du patient, donc le dossier du patient tel qu'il est présenté par le DMP. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce DMP? Bon, on va retrouver peut-être des comptes rendus de biologie, il pourra y accéder. On va y retrouver le compte rendu de radiologie, oui, il peut y accéder, il peut le regarder directement là. Et on va retrouver également le fameux COS qui a été publié pour cet examen qui a été fait sur un site source. Donc on commence là à avoir un accès aux antériorités qui peut être assez intéressant. En sélectionnant cet examen, la Dreambox consommatrice va récupérer toutes les informations dont elle a besoin depuis le DMP. Donc là, tout le détail des pointeurs. Et elle va ouvrir une connexion en direct avec la Dreambox Source à travers des protocoles web. Et elle va demander à la Dreambox Source de lui renvoyer les images. Donc la Dreambox Source, soit elle a les images dans son cache, elle les renvoie directement, soit, autre cas, elle va aller les chercher auprès du PACS, puisqu'elle sait qu'elles sont dans le PACS. Donc là, entre la Dreambox Source et puis le PACS, on est dans le monde d'ICOM classique, pas de souci. Les images, elles remontent dans ce protocole web, donc du WADO, vers la Dreambox consommatrice. Depuis l'interface de la Dreambox consommatrice, le médecin peut directement voir les images. Il y a une visionneuse. C'est obligatoire dans toutes les Dreambox, on n'a pas le choix. Mais il peut également décider de faire un export dans un zip. Bon, pour un radiologue, c'est peut-être un peu moins utile. Par contre, il peut également pousser l'examen en DICOM vers son PACS local ou vers une station de traitement particulière. Donc il aura cette possibilité de réinjecter l'examen dans son propre système d'information.
Alors, on vient de le voir, dans les services nationaux utilisés par la Dreambox, et il y en a quelques-uns, on a ProSanté Connect, l'authentification, on n'a pas le choix, il faut y passer. De toute façon, dans tous les systèmes d'information de santé, on va y passer de plus en plus, ça va devenir le passage obligatoire. C'est une contrainte pour les professionnels de santé, oui, mais c'est un bon moyen de savoir qui accède à quoi, et on va en parler un petit peu après pour la sécurité. La partie contrôle d'accès et traçabilité est quand même très importante sur ces sujets-là. Le DMP, bien entendu, hein, puisque c'est lui qui récupère, qui stocke les COS. Un registre national des Dreambox qui va être mis en place par l'ANS et qui va permettre de maintenir la stabilité des pointeurs. Parce qu'imaginez un petit peu, on va avoir des comptes rendus un peu partout avec des pointeurs, des liens sur lesquels on peut cliquer. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Il faut bien mettre un nom ou quelque chose qui permette d'y accéder. Si demain, la structure qui a produit les images change de Dreambox ou change d'opérateur télécom, est-ce que ce nom-là va pouvoir se maintenir? Donc, pour pouvoir maintenir cette cohérence dans le temps, on est obligé d'avoir ce registre national. Et puis enfin, on va utiliser l'annuaire santé. Et là, étonnamment, ça va être plutôt pour des usages de vérification entre les Dreambox avec les certificats, plutôt que pour aller vérifier les professionnels de santé qui, de toute façon, auront été authentifiés par ProSanté Connect. En termes d'architecture possible, alors, le tableau qu'on vous brosse là est un tableau, on va dire, grosse maille. Hein. Quatre grandes approches qui peuvent être déclinées de façon hybride. On peut imaginer plein de choses, mais c'est pour essayer de simplifier un petit peu les choses. Déjà, il y a deux catégories de Dreambox. Il y a les Dreambox natives et les Dreambox proxy. Ça fait partie des exigences de l'ANS. C'est important. Les Dreambox natifs, ce sont les Dreambox qui seront directement embarqués dans le PACS. Donc, ce sera un module supplémentaire dans le PACS. Les Dreambox proxy, ce seront des Dreambox qui fonctionneront à côté et qui pourront fonctionner avec n'importe quel PACS. Donc, la Dreambox native intégrée dans le PACS. Dreambox proxy, on peut avoir plusieurs saveurs. On peut imaginer une Dreambox proxy un peu en boîte noire, une boîte physique qu'on installe sur le site et puis ça fait le boulot. On peut imaginer bien entendu une Dreambox virtuelle, la même chose, mais une machine virtuelle mise à disposition par le site. Et puis enfin, on peut avoir une Dreambox qui, elle, est 100% cloud, c'est-à-dire qu'on ne met plus rien sur site, tout est dans l'info nuagique, comme disent les Suisses et les Québécois, et on n'a plus besoin d'installer quoi que ce soit sur site. On a des points qui se déclinent différemment en fonction du type de Dreambox, que ce soit sur la sécurité, le déploiement, le support, l'évolutivité. Typiquement, dans les 3 premières lignes, étant donné qu'on a des systèmes, des composants logiciels qui sont installés sur site, il faut assurer la sécurité de ces systèmes-là sur le site. Donc, c'est la responsabilité du site. Et on est obligé d'ouvrir ces composants-là sur Internet, inévitablement. Ça veut dire que, quelque part, on augmente la surface d'attaque du site. Alors, pour certains sites, ça ne posera pas de problème parce qu'ils ont toute l'infrastructure et toute l'organisation qui va bien en termes de sécurité des systèmes d'information. Pour d'autres, ça peut être un souci. Sur la dernière ligne, à partir du moment où on est 100% cloud, c'est la responsabilité de l'éditeur et de son hébergeur. Par contre, ça veut dire data center HDS et toute la sécurité doit être assurée là-dessus. Donc il y a quand même un petit peu de travail de ce point de vue-là. En termes de déploiement, on est à peu près dans les mêmes genres de cas de figure. On a des déploiements sur site versus quelque chose qui se fait complètement dans le cloud, où il y a un minimum de choses à faire côté site.
Côté support, à partir du moment où c'est sur site, il faut ouvrir de la télémaintenance. Ça veut dire bastion, ça veut dire toutes les contraintes de support que connaissent d'ailleurs déjà les éditeurs de Pax ou Driss, hein, du classique. Si c'est dans le cloud, bah forcément, ça veut dire de la télémaintenance sur DC. Il n'y a pas d'accès dans le site. Et puis en termes d'évolutivité, bah à partir du moment où vous avez un système sur site, bah il faudra faire des mises à jour régulières du logiciel sur site. Hein. Donc bah, l'éditeur, s'il a 100 sites, bah, il fera 100 mises à jour. Bon, après, il y a des moyens pour faire des mises à jour massives sans trop de difficultés. Si c'est dans le cloud, eh ben, ce seront les mises à jour qui se feront directement dans l'infrastructure cloud. Et là, la facilité dépend du niveau de nativité cloud de la solution, mais on peut arriver à des choses assez simples en termes de mise à jour. Alors, les exigences de la sécurité pour la Dreambox, retenez qu'il y a à peu près 220 exigences au total, au global, hein, pour la Dreambox, dont certaines qui renvoient sur des documents qui eux-mêmes déclinent encore plein d'autres exigences. Je n'ai pas fait le calcul complet, mais enfin, officiellement, il y en a 220. Sur ces 220, il y en a une cinquantaine qui couvrent la partie sécurité, donc disponibilité, intégrité, confidentialité. Ça va de l'organisation de la sécurité à la traçabilité des opérations, en passant par le chiffrement des communications, tout ce qui est identification des structures par certificat, authentification des utilisateurs, etc. Donc que des choses passionnantes. Évidemment, il y a un référencement pour la Dreambox et il y a un gros morceau sur la sécurité, ce qui est plutôt une bonne chose. 85% des preuves qui devront être apportées pour ces exigences-là, ce sont des preuves de démonstration. Il n'y a que 15% qui sont des engagements de l'éditeur. Et dans ces preuves, il y en a 15% qui sont relatives à un audit qui devra obligatoirement être fait par un auditeur PASI, donc certifié par l'ANSSI, et qui devra réaliser un test d'intrusion sur la solution. Donc on commence à être à un niveau de sécurité qui semble assez raisonnable. Alors, quelles sont les conséquences pour les différentes parties prenantes de cette sécurité? Pour les éditeurs, évidemment, il va falloir mettre en place une politique de sécurité et système d'information. Bon, c'est vite dit comme ça, hein, mais il faut l'écrire. Derrière, il faudra en décliner un plan d'assurance sécurité. Le plan d'assurance sécurité, c'est pareil, on le dit rapidement, mais quand on l'écrit, c'est une autre histoire, et croyez-moi. On peut toujours, on peut vouloir réutiliser du code existant, mais s'il n'a pas été développé avec la sécurité dedans, donc security by design, ça risque d'être un petit peu compliqué de remplir toutes les exigences. Il faut qu'on ait une solution Dreambox qui soit résistante aux attaques aujourd'hui. Elle va devoir passer de toute façon l'audit avec le test d'intrusion, mais il faut qu'elle le soit demain aussi. Donc ça veut dire qu'il va falloir que l'éditeur ne se repose pas sur ses lauriers et continue à suivre sa solution en permanence, non seulement dans le code, mais également dans toute la sécurité périmétrique. Et puis, il va falloir toute une organisation opérationnelle, il va y avoir des contraintes sur les équipes de support, un suivi des évolutions, non seulement du logiciel, mais également de toutes les librairies ou tous les logiciels tiers utilisés par la Dreambox. Enfin, beaucoup de choses à prendre en compte là-dedans. Pour les établissements et les structures de santé, il faudra s'interroger sur est-ce que cette architecture-là de Dreambox convient bien à ma stratégie de sécurité? Est-ce que je peux arriver à l'intégrer correctement sans augmenter la surface d'attaque de mon établissement de façon inconsidérée? Qu'est-ce qu'il faut que je prévoie éventuellement comme dispositif supplémentaire pour m'assurer que la Dreambox ne serve pas de cheval de Troie à un hacker?
Et puis, il faut que je m'assure que l'éditeur, il fait le job pas seulement à T0, mais dans le temps. Hein, parce que la sécurité, c'est tous les jours. C'est pas j'ai posé une porte et puis blindée et je suis content. Il va falloir s'assurer que ma porte blindée, elle ne puisse pas être forcée demain. Et enfin, pour les utilisateurs, eh bien, il va falloir utiliser ProSanté Connect. On en a parlé tout à l'heure. Donc, en termes de critères de choix pour une Dreambox, alors déjà, on évacue ce qui n'est pas un critère de choix. Référencement, de toute façon, il faudra que ce soit référencé. Le prix, c'en est pas un. De toute façon, ce sont des financements, les mêmes pour tout le monde. Donc, on n'a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez prendre comme critère de choix? Ben, les périmètres fonctionnels et non fonctionnels. Est-ce que c'est juste les exigences du Ségur ou est-ce que ça va plus loin? La sécurité, la facilité de déploiement, est-ce qu'on peut intégrer cette Dreambox dans un contexte territorial ou régional existant? Est-ce que la solution va pouvoir évoluer rapidement, en particulier en pensant à une vague 3? Alors, Jean-Marc n'en a pas parlé, mais hein, on en a tous entendu parler, donc on attend impatiemment de savoir ce qu'il y aura dans cette vague 3. Et puis l'ergonomie tout simplement de la visionneuse, de l'interface utilisateur de la Dreambox, parce qu'il faut quand même penser aux utilisateurs de cette Dreambox. Quel va être l'accompagnement proposé par l'éditeur? Et ça peut être pour les utilisateurs, les professionnels de santé utilisateurs, mais également dans des domaines comme le juridique ou tout simplement pour le paramétrage technique de la solution. Et puis l'expérience que peut avoir l'éditeur dans le domaine de l'échange et partage. Voilà, comment répondre aux limites intrinsèques de la Dreambox, qu'est-ce qui va permettre l'adhésion des utilisateurs à l'utilisation de la Dreambox dès sa mise en place, hein, éviter que ce soit un projet flop au moment où on le déploie. Voilà à peu près quelques idées de critères de choix, et puis évidemment, vous pouvez en rajouter d'autres. Hein. Mais finalement, j'ai rattrapé tout le temps perdu. Merci. Merci Damien. Donc, comme a dit Damien, vous pouvez vous présenter sur nos stands pour plus d'informations. Il y a une page web dédiée également sur le site de Philips et celle de MedSquare qui parle spécifiquement du Ségur et de toutes les exigences. Il y a également une adresse email qui est ségur@medsquare.com sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions par rapport au couloir imagerie, surtout la vague 2, dispositif numéro 2. Il y aura des professionnels, Damien et d'autres membres de l'équipe qui pourront vous répondre à toutes vos questions. Jean-Marc, tu veux ajouter quelque chose? Effectivement, et sur un côté un peu plus institutionnel, on vient de mettre en ligne la page où vous avez toutes les informations côté puissance publique, donc sur le site de l'ANS, avec tous les autres couloirs Ségur. Donc en complément de ce qui vient de dire par Damien. Ah, une question quand même. Merci. Bonjour, Christian Cobé, directeur de projet au sein du GRAD de Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que les prix ont-ils été normaux? Ou plutôt quand on connaîtra les prix de ces Dreambox? Parce que j'imagine que quand on connaîtra le prix, ce sera un go pour y aller. Tant qu'il n'y a pas le prix, il n'y a pas de go. Enfin, c'est une question, une remarque. De ne pas avoir eu la question. Quelques jours, c'est-à-dire ça s'inscrit, hein, je l'ai dit de façon plus large dans le programme Ségur. On est en train de valider tous les prix. On les partage entre nous au sein de la DNS vendredi. Donc très probablement, semaine prochaine, on communiquera auprès de l'écosystème les prix. Voilà. Qui vont reprendre les grands principes, hein, c'est-à-dire des échelles de prix sur plusieurs années et par volume d'activité. Merci pour la question, M. Cobé, parce que nous, les industriels, nous attendons également impatiemment le prix de Dreambox. Voilà, mais ce sera incitatif, en tout cas de nature, à permettre le bon développement et le bon déploiement des solutions. En tout cas, moi, je rebondis sur ça pour dire qu'on a eu deux engagements. Qu'on a eu deux engagements de votre part, Jean-Marc, aujourd'hui. Les 4 mois de prise de commande avant le référencement et que les prix sont pour la semaine prochaine. Donc, merci Jean-Marc, merci Christian Cobé du GIP ESEA. Et c'est enregistré en plus. Non, mais effectivement, c'est assumé. Hein. Sur la partie date, pour être encore plus précis, en fait, on sera définitivement fixé au moment du projectathon. Parce que vous l'avez compris, ça va permettre d'avoir une bonne vision de ce que font les éditeurs, mais aussi de ce qu'on a fait nous en termes d'outils.
Et c'est aussi pour nous une vraie complexité, hein. On est dans la même, dans la même barque, en tout cas, dans le même challenge. Donc, on va dire la semaine de pile où on pourra commencer sera communiquée très probablement au mois de septembre, après le projectathon, quand on aura une vision très fine sur la partie technique. Voilà. Si je peux être encore plus précis sur la question du calendrier, effectivement, donc il y aura 4 mois de commandes possibles à l'avance par rapport au dépôt du dossier complet, je le confirme. J'espère qu'en tout cas, ça a été clair pour tout le monde. Ce programme Couloir 2, comme vous avez compris, hein, il y a deux volets. Il y a le RIS, il y a la partie imagerie. Donc, en tout cas, j'espère que c'est clair en termes de déploiement, en termes de critères de choix, également le calendrier. Donc, on a eu pas mal d'informations de la part de M. Chevier également. Merci en tout cas de votre participation. Et puis, bon salon.